va essayer d'aborder la reverb. Alors il y a évidemment plusieurs sujets qu'on peut aborder en matière de reverb. Là, on va essayer d'étudier ce qui concerne les principes de la reverb qu'on insère dans le mixage pour donner plus de réalisme dans les scènes que l'on organise. Il y a une approche qui est possible et que j'ai expérimenté, d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est de prendre l'enregistrement dans les conditions de reverb réel. Oui, ça fait partie des possibilités, c'est de se mettre vraiment dans les conditions et se dire, voilà, j'ai besoin d'une église, je vais dans l'église, je prends mon micro, j'enregistre et je récupère mon enregistrement qui est exactement ce que je veux, en théorie. En pratique, on se rend compte que ce n'est pas pratique. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on ne maîtrise pas, justement parce qu'il va falloir déterminer, et ça on l'abordera plutôt dans le cours MacGyver demain, des questions simplement de distance micro-bouche pour récupérer ou pas la reverb, donc c'est un peu délicat. Et dans une des méthodologies qu'on utilise principalement en matière de saga MP3 où chacun enregistre dans son coin, c'est pas forcément simple de dire alors chacun va dans une église et des mêmes dimensions pour espérer avoir quelque chose qui soit cohérent parce qu'on va essayer de lier tout ça. Un des éléments intéressant dans le fait d'utiliser de la reverb dans nos mixages. Au début, on a tendance à pas trop le faire parce que c'est un peu compliqué, parce que ça fait de nouveau beaucoup d'éléments et finalement, on n'est pas forcément, c'est pas forcément fondamental. Il y a plusieurs intérêts. Il y a évidemment l'intérêt du réalisme. Si l'histoire doit se passer dans un gymnase, il est intéressant de mettre une reverb qui va ressembler à celle d'un gymnase. Si ça se passe dans un théâtre, c'est pareil, il y a une couleur particulière au son et une certaine reverb qui va être immédiatement identifiable. Le réalisme sera forcément accru. L'autre intérêt qu'on peut avoir de nouveau chez nous qui enregistrons chacun dans son coin des voix avec des conditions qui ne sont pas forcément parfaites ou absolument les mêmes, c'est que ça va aider à lisser un petit peu l'ajout allez-y, rentrez. L'ajout de reverb sur l'ensemble des voix et des bruitages qui ont lieu dans notre scène va aider à un petit peu éliminer les différences qu'on va avoir dans les différentes couleurs ou les différents enregistrements qui auront été faits par les intervenants et aussi aider aussi à intégrer les bruitages qu'on va mettre puisqu'ils sont censés être dans la même pièce. Et donc donner cette couleur. Donc il y a vraiment un intérêt à aller appliquer une reverb sur l'ensemble de notre mixage. Et on va voir les différentes manières de le faire. Donc enregistrer en situation réelle, ça peut se faire sur des choses ponctuelles. Je l'ai fait au dernier mono, avec mon dernier mono d'Halloween, le tout début de la scène, pour ceux qui l'ont écouté. J'ai été vraiment avec mon micro dans un hall d'escalier. J'avais juste une phrase à dire et j'ai testé. Donc je me suis dit, ça vaut le coup de voir si ça fonctionne. Puis je l'ai aussi enregistré chez moi. Et finalement, la phrase était courte et c'était assez intéressant de dire, tiens, là j'ai fait une vraie reverb. Et bizarrement, une des remarques que j'ai eues parmi les auditeurs, c'était justement que cette reverb-là était désagréable et rendait l'écoute difficile. Et donc, c'est là où on est vraiment dans ce principe de l'audiovisuel, enfin d'une espèce de code d'audiovisuel, où finalement, faire une reverb artificielle qu'on va ajouter nous-mêmes à notre mixage aura un meilleur résultat ou un meilleur rendu pour l'auditeur que d'aller vraiment dans la cage d'escalier où c'était censé se passer et d'enregistrer réellement ma voix et finalement se rendre compte qu'on a un son qui est assez difficile à détacher. Et là, de nouveau, j'ai pris le parti de le faire parce que c'était plutôt amusant, c'était juste une phrase, il n'était pas fondamental de l'entendre très bien. Et puis, voilà, ça fait partie des expériences. Mais on se rend compte qu'effectivement, le rajouter ensuite va avoir tout son intérêt. Donc, on prend vraiment ces deux éléments, le réalisme d'un côté et aussi le lissage des micros. On entend régulièrement ce principe de la fameuse différence de micro. Ce n'est évidemment pas les micros qui font la différence, mais on peut un petit peu adoucir tout ça avec un petit coup de reverb adapté à la scène où on se trouve. Évidemment, si on est censé faire une scène à l'extérieur, on ne va pas mettre de reverb parce qu'il n'y en a pas. Il va y avoir éventuellement de l'écho, mais pas de la reverb. La reverb,
Juste pour définir bien ce que c'est, ma voix sort de ma bouche, ou un bruitage sort de l'endroit où il a lieu, et il va évidemment, l'auditeur va l'entendre, puisqu'il est sur un dialogue, il va être en face, mais en même temps, la voix va aller frapper sur les murs et va aller revenir après un certain nombre de rebonds. Donc le premier rebond capté, on va l'appeler les premières réflexions, donc la toute première réflexion. Et puis après, ça commence à se mélanger parce que ces réflexions-là, de nouveau, frappent les murs et continuent à se promener. Et sur certaines pièces qui sont extrêmement réverbérantes, justement, ou qui vont avoir une certaine brillance, ça peut durer longtemps. Et c'est ce qu'on appelle la queue de réverb. Donc on peut avoir une première réflexion qui arrive assez tôt et qui va noyer un petit peu, qui va empêcher de bien comprendre le détachement des syllabes des uns et des autres au niveau du dialogue. Et ensuite, le reste va un petit peu se noyer, donc la parole, les syllabes suivantes continuent à arriver, rajoutent de nouveau de la réverb, et puis on a quelque chose qui devient absolument incompréhensible, puisque c'est finalement un petit peu de bouillie qui arrive. Alors, en situation réelle, là, on a de la réverb dans la pièce, elle est assez bien maîtrisée, donc c'est plutôt une bonne chose, on a été dans des endroits nettement plus pourris. En situation réelle, le cerveau filtre naturellement, très vite, on l'oublie, et très vite, on arrive à se focaliser sur le discours même et à oublier cette partie de réverb. Mais exactement comme en photo, où si on est dans une pièce éclairée artificiellement et on n'y fait pas gaffe, on va avoir un résultat très très orangé qui va être très visible alors qu'au moment où on a pris la photo, on ne s'en est pas rendu compte. De la même manière, le micro, lui, il capte la réalité. Donc il ne fait pas de nuance, il n'y a pas de préfiltrage. Et pour l'oreille humaine, écouter un enregistrement plutôt que la réalité rend les choses plus difficiles, au même titre qu'une photo, elle va continuer à apparaître rougeâtre ou orangeâtre ou verdâtre selon le type d'éclairage, alors que si on était dans la réalité, on ne s'en rendrait même pas compte. Donc on va essayer un petit peu de contrôler tout ça. Et pour ça, on va utiliser des reverbs logiciels, principalement. Alors il existe des reverbs en hardware dans les gros studios. Ces gros studios utilisent des reverbs bien particulières qui sont extrêmement intéressantes pour eux, qui valent monstrueusement cher, c'est parce qu'elles sont très bien faites. Et ce sont des reverbs qui ont la particularité, on va revenir sur les questions de dosage, elles ont la particularité de ne s'entendre que quand on les retire. Une bonne reverb, alors je ne parle pas des chansons enregistrées dans les années 70 ou 80 avec des discos et des reverbs très très fortes, mais véritablement, aujourd'hui, on a des reverbs, on les entend sur certains titres, on les entend absolument pas, mais en studio, quand on est justement avec l'ingénieur du son, on est là, il écoute, alors tu vois, c'est bien mixé, il y a de la reverb, bah non, on la coupe, ah ouais, il y en avait. Voilà. Donc là c'est tout l'art d'arriver à poser une reverb qui va vraiment créer cette ambiance, mais pas forcément être audible, ou ne sera audible que quand on va la retirer. Donc, les reverbs hardware, on oublie, on est à plusieurs milliers d'euros l'animal, on n'est pas du tout dans le cadre de ce qu'on fait. Donc, nous, on va utiliser des reverbs qui sont intégrés à nos logiciels de mixage, sous forme de plugins ou sous forme de modules intégrés au logiciel. Alors, il y en a plusieurs sortes. Grosso modo, on va avoir celles qui ont des presets. Alors, c'est assez facile, on sélectionne dans une liste. Alors, on est d'un seul coup dans une église, et puis la fois suivante dans un gymnase. Et puis après, on est dans une petite pièce ou dans un ascenseur ou carrément si on veut faire une séquence d'Halloween, on peut être dans un cercueil. Toutes les reverbs vont évidemment avoir une signature bien particulière. De nouveau, avec ce mélange entre l'early reflection, donc la première réflexion qui nous arrive à l'oreille après le son direct, et puis cette queue de reverb qui va se multiplier. Et alors elle va se multiplier, elle va aussi avoir une couleur différente, et là aussi c'est une chose sur laquelle on va pouvoir passer, c'est que la surface des murs, du plafond, du sol, des fenêtres qui peuvent réfléchir ce son et le réverbérer, vont absorber un certain nombre de fréquences, et donc ce qui nous revient n'est pas forcément exactement le même son, simplement moins fort. Il y a un peu plus d'aigu, ou un peu moins, ou un peu plus de médium, ou un peu moins. Chaque pièce va avoir sa couleur, et là encore, on va essayer de l'utiliser pour ajouter des reverbs au mix, sans forcément noyer le dialogue, parce qu'on veut
créer l'ambiance, créer l'impression d'eux, mais pas forcément être tout à fait réaliste. Sinon, on va dans la cage d'escalier, on enregistre et après on a des commentaires comme quoi c'est pourri. Donc voilà. Une des reverbs qui est intéressante, c'est la reverb à convolution. C'est un principe qui est assez simple dans le concept et même assez intéressant. C'est que la reverb, grosso modo, elle est toujours la même par rapport à la pièce où on se trouve, ou par rapport à l'endroit où on émet le son et par rapport à l'endroit où on va le capter. Si on répète le même son, on va avoir la même reverb, les mêmes réflexions au même temps et puis les mêmes fins, les mêmes queues de reverb qui vont arriver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des gens se sont dit, mais alors si je balance un bruit blanc très bref dans une pièce et que j'enregistre juste ce bruit blanc très court, je vais enregistrer la reverb seule. Parce que le principe, c'est qu'un bruit blanc, c'est un bruit qui qui va couvrir toutes les fréquences d'un spectre. Alors, on utilise des pétards ou un certain nombre de générateurs qui vont vraiment balancer un bruit qui couvre des basses, des médiums, des aigus. Très bref, donc un pétard, ça fonctionne très bien. Une arme à feu à la rigueur, mais bon, vaut mieux toucher personne. Certains peuvent le faire avec, si on n'a vraiment pas les moyens, on peut le faire en claquant dans les mains, ce qui ne donne pas vraiment un bruit blanc, mais ça aide un petit peu. On peut claquer une règle en bois, on peut utiliser un clap de cinéma, on peut faire exploser un ballon de baudruche fortement gonflé avec une épingle. Tout ça, ça va nous donner une impulsion très très brève, et on enregistre tout ce qui se passe derrière. Donc on sait que le son est bref. Si on le faisait à l'extérieur, on aura un son extrêmement court, mais tout ce qui se passe à l'extérieur va être enregistré dans le truc. Et avec un logiciel, on va dire, bah ici j'ai ma phrase, alors là des hauts, des bas, etc. Et puis j'ai mon impulsion. Alors mon impulsion, elle est très très courte. Et puis finalement, quand je regarde l'enregistrement de cette impulsion avec la reverb qui est associée, eh ben, j'ai une early reflection. Donc on voit que le son... On a une montée de son très forte, et puis après on a une réflexion qui arrive, et puis après on commence à en avoir d'autres qui se mélangent un petit peu, et puis on a une forme un petit peu comme ça de ce son qui finit par mourir et se noyer. En appliquant ça sur le son par simplement un calcul mathématique, en disant ici on a beaucoup d'énergie, donc du coup on va avoir beaucoup de cette partie-là, et puis là on en a moins, on va inventer de toute pièce une reverb alors qu'on n'a pas enregistré dans la pièce, mais surtout, on aura exactement le son qu'on aurait eu si on avait enregistré dans la pièce. Et c'est des choses qu'on commence à voir de plus en plus. Il y a des bibliothèques d'impulsion aujourd'hui qu'on peut acheter ou qu'on peut trouver, de gens qui ont été dans des églises bien particulières, où ils sont allés à Abbey Road. Il y a des impulsions dans les studios où les Beatles sont enregistrés, où on a exactement les emplacements où ils étaient. Et ces impulsions peuvent redonner exactement les reverbs naturels qui étaient utilisés, enregistrés dans ces studios ou dans ces bâtiments. Et ça peut être intéressant parce qu'effectivement, là aussi, comme on a exactement la couleur, c'est un bruit blanc qui couvre toutes les fréquences. Si un mur absorbe une partie des fréquences, eh bien, on va avoir exactement le spectre qui sera aussi filtré. Donc on a exactement le son de la pièce, pas uniquement des questions de distance et de son qui frappent tel ou tel endroit. Donc, les reverbs à convolution sont assez intéressantes. Elles sont aussi intéressantes à faire soi-même. De nouveau, on peut travailler, s'enregistrer sa propre impulsion et puis l'utiliser. En général, on va servir de nouveau parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une quantité de reverb ultra réaliste dans toutes les situations. En général, on va avoir le principe d'une pièce assez petite, pièce moyennement grande, et puis après, oui, des halls d'entrée, des gymnases, des choses comme ça. Alors, l'inconvénient d'une reverb à convolution, c'est qu'elle consomme pas mal de CPU parce qu'évidemment, elle fait beaucoup de calculs. Et donc, dans certains cas, en fonction de ce qu'on cherche à faire, si on a beaucoup de calculs de reverb à faire, le mix peut être assez compliqué. Donc on les insère après. Et ça, c'est une des choses aussi à lesquelles je vais revenir, c'est en matière de groupage pour faciliter un petit peu le travail de l'ordinateur. Parce que le calcul, quel que soit le fonctionnement, qu'on utilise des reverbs avec des presets ou des reverbs à convolution, c'est quelque chose qui est extrêmement demandeur à l'ordinateur. Et donc, on se rend compte que si on a 5 voix et 3 pistes de bruitage et que toutes doivent calculer des reverbs en permanence, l'ordinateur, il se met sur les genoux et pour
pour bouncer une minute d'audio, on va mettre 15 minutes pour obtenir le résultat. Ce qui nous rend l'écoute difficile. Quand on est en train de mixer, on veut écouter ce que ça donne, et puis on se rend compte que l'ordinateur rame, et c'est assez pénible. Donc on va essayer d'utiliser des petits trucs et des astuces pour un petit peu alléger tout ça. Mais les reverbs à convolution, c'est intéressant. Dès que vous trouvez des bibliothèques de reverb, il existe des plugins gratuits. Et après, on peut trouver aussi des réflexions qui sont tout à fait gratuites. Alors l'autre intérêt qu'on peut avoir dans certains cas, c'est aussi c'est que comme elle filtre aussi les fréquences elles-mêmes, on utilise les reverbs à convolution, pas forcément pour de la reverb, mais aussi pour redonner la couleur d'un ampli particulier ou d'un équipement de sono particulier. Donc c'est un truc relativement récent, le concept existe depuis pas mal de temps, mais la mise en pratique est relativement récente, et ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, parce qu'on peut créer des ambiances extrêmement intéressantes, simplement en partant d'un bruit blanc sur lequel qu'on a passé dans un appareil, dans un préampli particulier ou dans un ampli particulier, ou aussi évidemment, comme dans le cas qui nous intéresse aussi, dans le cadre de l'application de la reverb dans nos sagas. Est-ce que vous avez des questions sur l'équipement et les différents trucs? Je peux passer au travers des réglages, mais ce n'est pas très intéressant. Les réglages, il y a, en gros, quand on ne parle pas d'un preset, on va avoir les dimensions de la pièce, et puis on va avoir le concept de justement dire ce qu'on appelle le damping. Donc, quelles sont les fréquences qui vont revenir, quelles sont celles qui vont être filtrées. Donc on a de quelques paramètres à beaucoup de paramètres que l'on va intégrer. Et on va avoir en général deux paramètres que je vais indiquer tout de suite, parce qu'on va s'en servir ensuite pour le routage. C'est deux notions, c'est ce qu'on appelle le dry et ce qu'on appelle le wet. Donc sec et humide ou mouillé. Alors, le sec, c'est le son direct, c'est véritablement ce qui arrive dans le micro en direct, directement, au moment où on parle. C'est le son comme si on enregistrait dans le Sahara, où il n'y a pas de reverb. Le wet, c'est toute la reverb sans l'impulsion originale. Donc si on reprend, dans cet exemple-là, ici, notre impulsion, on a ici le dry, et tout le reste, c'est du wet. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir doser aussi, donc il y a pas mal de reverbs qui vont permettre de doser la quantité de dry et la quantité de wet pour aussi de nouveau obtenir l'effet que l'on veut, parce qu'il n'a pas forcément besoin d'être réaliste, encore une fois, il a surtout besoin de donner à l'auditeur l'impression qu'on est baigné dans cette histoire, mais au final, le détail de cette réflexion n'est pas absolument fondamental. Pour créer une certaine idée, mais il n'y a pas besoin que ce soit ultra réaliste. Donc on va séparer le dry et le wet, et on va s'en servir ensuite en routage en fonction des branchements. Si vous n'avez pas de questions, on va passer directement sur ce principe des branchements. Je ne sais même pas à quelle heure il est, parce qu'il faut que je surveille l'heure, j'ai 50 minutes. C'est-tu pas beau ça? En plus j'ai une heure là, super. Donc, les routages. Alors en gros, et de nouveau, on revient sur les concepts originels. Vous avez ici une magnifique table de mixage, du principe d'une table de mixage avec un certain nombre d'entrées et un certain nombre de routages possibles. Alors, grosso modo, une table de mixage, on va avoir l'entrée qui arrive. Si c'est un micro, on va avoir un XLR qui arrive. On a un gain qui permet de régler le niveau d'entrée. Et puis, à ce niveau-là, on va avoir un insert. C'est-à-dire la possibilité de sortir le son et de le re-rentrer ensuite. Donc, l'insert va véritablement se mettre en coupure et arrêter le signal, envoyer le signal dans n'importe quel appareil, de nouveau on parle de hardware à ce moment-là, envoyer un signal dans n'importe quel appareil, celui qu'on veut, ça peut être un equalizer, ça peut être une reverb par exemple. Donc on extrait tout le son, on le traite dans une chaîne quelconque d'appareils, et puis on le rentre tout près dans la suite de notre séquence, où il va passer par des equalizers, et puis par des levels, et puis ensuite il sera traité. Et là-dedans, on va aussi avoir des boutons qui vont s'appeler des auxiliaires, et on va y revenir juste après. Donc ça, c'est une des méthodes. Pour la reverb, on ne conseille pas cette méthode.
Alors, en logiciel, enfin, dans vos logiciels, vous avez aussi, quand vous regardez vos plugins, vous avez des plugins qui se mettent en insert, vous avez des plugins qui se mettent en auxiliaire. Donc, pour une équalisation, c'est très bien, parce qu'on envoie tout le signal, on l'équalise, on filtre un petit peu ce qu'on veut, et on renvoie le signal tout près. Pour une reverb, on essaye de ne pas le faire, parce que, finalement, et si on revient sur le principe de l'ordinateur, ça veut dire que chaque voix, chaque micro, donc chaque piste sur l'ordinateur, va nécessiter un calcul particulier de la reverb. Et donc, si de nouveau on a 3 voix et puis un certain nombre de bruitages, chacun va devoir envoyer et appeler un plugin, une copie du plugin, et devoir calculer à chaque fois la reverb, et on va bouffer de la CPU à crever. L'autre raison pour laquelle on ne va pas le faire, c'est aussi pour pouvoir gérer sur le dry et le wet, et je reviens juste après là-dessus. Donc, ce qu'on a la possibilité de faire, donc toujours dans le même principe, c'est chaque voix de notre table de mixage, donc équivalent à chaque piste de notre logiciel de montage, chaque piste va avoir des aux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir non seulement avoir le signal complet qui continue à transiter, là il n'y a pas d'interruption, un aux c'est un envoi vers un appareil quelconque, ou un plugin de nouveau, et qu'on va pouvoir réintégrer ensuite dans une piste à part. En général, donc soit on va parler d'auxiliaire, soit on va parler de notions de bus ou de sous-groupe. De nouveau, dans les tables de mixage, on va avoir des auxiliaires, on va avoir des bus. Je ne vais pas aller dans le détail de tout ça, mais sur le logiciel de mix, ça va nous donner la possibilité de prendre l'ensemble des pistes et de dire, bah, tiens, je récupère mon signal qui va aller vers mon master, mais j'envoie aussi un aux. Et puis ici aussi, d'ailleurs, et là, j'en ai pas besoin parce que ce n'est pas dans la cage d'escalier, mais là, ici, j'en ai besoin. Et tout cela, je vais pouvoir les envoyer vers un plugin. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que avec les différents dosages que je vais envoyer, je vais les concentrer et je vais les envoyer en une fois vers mon plugin ou vers mon logiciel de reverb. Et du coup, l'avantage que j'ai dans ce cas-là, c'est que je fais une fois le calcul. Et je libère un petit peu de ma CPU. Alors, j'envoie ça vers mon plugin qui va traiter mon son. Et là, la grande question se pose, c'est que qu'est-ce que je renvoie dans mon bus? Si mon routage reste ainsi, j'ai ma piste qui est complète, donc j'ai mon drive, j'ai 100% de mon drive qui se trouve ici. Donc ce que je vais faire dans mon réglage, c'est que je vais lui dire, tu me renvoies que le wet et pas le dry. Ici, on va dire, tu renvoies la quantité de son direct et la reverb en plus. Et là, je vais lui dire, le dry, il est là, le wet, il revient depuis mon auxiliaire. Alors, dans le logiciel, alors ça dépend des logiciels que vous utilisez, vous allez mettre dans votre plugin, selon le branchement où il va être, vous allez pouvoir, effectivement, ça dépend vraiment des logiciels, ils ont des fonctionnalités tout à fait différentes, donc je ne vais pas pouvoir vous dire à l'avance où ça se trouve, mais vous allez pouvoir tester justement en fonction de votre réglage, de mettre que du dry et de vous rendre compte si vous avez vraiment bien que le dry ou rien du tout. À ce moment-là, ça veut dire que vous serez en insert. Ou en auxiliaire, vous allez pouvoir gérer cette quantité. Mais il faut vraiment être conscient au moment où vous faites votre mixage de ce qui se passe et par où ça passe. Là où ça se passerait, alors quand on a l'habitude de travailler avec une console, c'est plus facile parce qu'on le voit, c'est vraiment c'est visuel, on voit vraiment les lignes, les niveaux, par où ça peut passer. Dans un logiciel, ça peut parfois être compliqué. Dans certains cas, on a la possibilité d'avoir la vue justement comme une console et c'est plus simple à regarder. Donc il faut un petit peu chercher, un petit peu fouiller avec, mais il faut savoir qu'on a vraiment ces deux concepts d'auxiliaire. De nouveau, en logiciel, on va utiliser le principe des bus. C'est le même principe, c'est-à-dire que dans notre logiciel, et là, souvent, ça se présente sous cette forme-là. Je ne pense pas qu'Audacity ait des bus. Est-ce qu'Audacity a des bus? Ceux qui connaissent bien? Non, il n'y a pas. Donc avec Audacity, ça ne marche pas, mais si vous utilisez Reaper ou Cubase ou Audition, il n'y a pas de problème, vous avez ces concepts de bus. Alors, en gros, vous avez votre logiciel, vous allez avoir une piste A, une piste B, et puis en bas, vous avez un master. Toutes les pistes sont regroupées, elles ont chacun leur traitement, leur propre plugin, etc. Et puis, elles sont envoyées vers le master. Sur le master, vous pouvez aussi faire un certain nombre de traitements. Et puis, vous avez votre logiciel en sortie. Sur une console de mixage, ça correspond à l'ensemble
des strips des entrées, et puis il y a une colonne qui est celle du master qui permet de gérer la sortie. Donc on a exactement le même concept. L'intérêt, c'est que, disons qu'on a ici 3 pistes, je veux appliquer une reverb ou un traitement ou un effet sur uniquement 2 de ces pistes-là, mais pas la 3e. Celle-là, je vais continuer à l'envoyer vers le master, et A et B, je vais l'envoyer vers un bus, qui en fait est une piste virtuelle qui va juste faire la somme de tout ce qui a été envoyé vers le bus. Et là-dessus, je peux appliquer un effet. Donc on applique exactement le même principe, c'est-à-dire que j'ai l'ensemble de mes voix et de mes bruitages qui doivent passer au travers de mon bus de reverb. Je l'envoie vers la reverb, et une fois que le traitement il est fait, c'est envoyé vers le master. Donc on a de nouveau le principe du routage, soit dans un concept d'insert, donc on envoie vers le bus, mais on n'envoie vers rien d'autre, et puis le bus, on l'envoie vers le master, ou on va avoir un envoi vers le master et une copie du signal vers le bus. Donc en fait, on split le signal, il y a une partie qui va être traitée avec ma reverb, et une partie qui sera traitée au master. Tout ça sont des cas qui sont tout à fait possibles, et c'est à traiter au cas par cas, en fonction de sa préférence, en fonction de ce qu'on a besoin de traiter. Dans certains cas, on va se dire, bah tiens, justement, j'ai un bus, je vais en profiter pour aller mettre d'autres effets, d'autres traitements. Donc à ce moment-là, peut-être que ce sera mieux qu'il soit sous forme d'un insert. Dans le cas où on va avoir uniquement une reverb, il peut être plus intéressant d'envoyer donc 2 signaux, un vers le master, donc mon fameux dry, et puis un vers le bus, mon traitement de reverb, et je n'ai renvoyé que du wet. Et là, de nouveau, le système, au niveau du master, fait la combinaison de l'ensemble et nous donne le signal et la reverb qu'on l'on veut. L'intérêt de tout ça, c'est qu'effectivement, on va pouvoir non seulement réduire la CPU, mais aussi on va n'avoir qu'un seul bloc de réglage à faire, ce qui va nous faciliter la tâche quand on va devoir régler tout ça. Parce que, de nouveau, on ne cherche pas forcément à avoir un truc ultra réaliste et qu'on va essayer de faire un certain nombre de traitements qui vont pouvoir un petit peu nous alléger cette sensation de bouillie. Alors, la reverb, comme je disais, c'est quelque chose auquel on prête attention au départ, et quand on est en situation réelle, et au fil du temps, on l'oublie, et on arrive à se focaliser sur le son direct tel qu'on l'entend dans une situation réelle. En enregistrement, c'est relativement vrai, mais la bouillie, elle est toujours là. Donc, on a toujours cette sensation de ne pas être capable, avec les oreilles, de véritablement filtrer. Peut-être aussi parce qu'on est capable de focaliser sur une direction et d'oublier un petit peu ce qui passe alentour, alors que là, on n'a que 2 haut-parleurs ou un casque. Donc, le son sec et le son réverbéré arrivent en même temps, et c'est très compliqué, même si on arrive à un moment donné à s'adapter et à l'oublier, ça continue à noyer notre dialogue. Donc, le wet, on ne va pas forcément renvoyer 100% du wet. Et là aussi, l'intérêt, quand on a la possibilité de faire de l'automation, c'est de pouvoir donner cette impression. On parle évidemment de nouveau de créer une histoire et de plonger l'auditeur dans cette histoire, de donner l'impression d'être dans l'univers réverbéré. Si c'est un gymnase, la réverb est catastrophique. Donc on le met au départ. La personne rentre, on va avoir des bruitages, les bruitages se réverbent partout. Les premiers dialogues, ça va être « bonjour, comment ça va ?» Ça va, on arrive à peu près à comprendre ce qui se passe et on va entendre beaucoup de reverb et on peut le baisser ensuite. Avec de l'automation, on va pouvoir régler la quantité de wet et on démarre à 100%. Et puis, au bout d'une minute, on va peut-être descendre à 80 ou à 60 ou à 50. Et on va finalement, l'auditeur, lui, ok, il a pigé, il est bien dans le monde dans lequel on l'a baigné, il est dans son gymnase, il a bien compris. Mais finalement, on va faire, nous, artificiellement, on va lui offrir ce que ses oreilles son cerveau aurait filtré de manière naturelle. Parce que ça, il ne peut pas le faire. Et c'est un truc qui fonctionne très très bien. Je l'ai de nouveau appliqué, parce que pour moi, le dernier mono d'Halloween, c'était un chouette test pour jouer sur les différentes reverbs. Et j'ai utilisé les différentes méthodes, soit par des bus, soit par des inserts. J'ai utilisé, comme il y avait plusieurs scènes qui utilisaient de la reverb, je me suis amusé à chaque fois choisir une méthode différente. Donc, la première, c'était du son direct. J'ai utilisé le principe d'un insert, j'ai utilisé le principe d'un routage parallèle. Et tout ça fonctionne très bien, mais voilà, ça permet de gérer. Et dans la dernière partie, on était de nouveau dans cette fameuse cage d'escalier, où je n'ai pas enregistré en réel, et donc où le son était absolument catastrophique. Cette cage d'escalier, je l'ai reconstituée artificiellement à partir d'une reverb et de quelques réglages de taille de pièce et puis de résonance. Et puis je démarre à 100%, et puis très très vite,
je la baisse, puisque, ça y est, on a compris, on est dans la cage d'escalier, tout va bien, mais après, c'est les dialogues qui sont importants. Donc les premières phrases, on ne les comprend pas forcément bien, mais ensuite, on arrive à éclaircir tout ça. Donc, de nouveau, c'est là où on atteint les limites de logiciels comme Audacity qui n'ont pas la possibilité d'automatiser les réglages. C'est bien d'avoir une piste d'automation. Donc on va pouvoir dire, bah là on est à 100% et puis progressivement avec le temps on va tirer un petit peu vers le bas et adoucir. Et c'est un truc qui fonctionne très très bien, ça j'ai utilisé souvent. On arrive vraiment à insuffler des ambiances qui sont très très fortes, très, très puissantes, très présentes et progressivement les baisser. Par ailleurs, on peut l'utiliser aussi sur des bruitages de fond, hein. Des fonds d'air. Là, ici, on a un ordinateur qui tourne, on l'a oublié, mais dans un enregistrement, il serait présent. Alors, on le mettrait au départ parce qu'on est dans une pièce où il y a un ordinateur qui tourne. OK, pas de problème, on le met. Il y a une horloge qui fait clic-clac, on la met, pas de problème. Donc, il faut arriver à se plonger dans cette pièce-là, mais très vite, ça devient envahissant. Donc, on va utiliser les pièces d'automation pour baisser un petit peu le volume de tout ça. Et le cerveau, c'est toujours ça, c'est toujours présent, on ne l'efface pas totalement, mais on l'a nettement baissé par rapport à la mise dans l'ambiance qu'on voulait faire. Donc la reverb a cette importance. Un autre truc que j'utilise, et que j'ai testé aussi, que je n'avais pas eu l'idée de tester, et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu un des principes que j'utilise, c'est quand on rajoute des musiques de fond, en général je rajoute la musique tout à la fin. Donc souvent, mon mixage, il est tout prêt, mes bruitages, j'ai travaillé mes niveaux et tout, et je rajoute la musique, et elle vient se foutre dans les jambes de tout ce que j'ai bossé, et c'est plutôt pénible, parce que du coup, il faut retravailler les réglages, il faut repousser les volumes des voix, et donc on a à retravailler le mixage, qui est plutôt désagréable. Alors, j'utilise un equalizer, donc on n'est plus dans la reverb, mais on va y revenir très vite. J'utilise un equalizer qui va me permettre, donc on avait notre spectre de 20 Hz à 20 000 Hz. La voix, elle porte à peu près, grosso modo, entre 300 et 4000. Il y a des sibilances qui vont un petit peu au-dessus, mais la partie vraiment audible, enfin, le majeur, le corps de la voix se trouve à peu près là. Et ce que je fais en musique, c'est qu'à l'équaliseur, avec un équaliseur paramétrique, je la creuse un petit peu au niveau de la voix. Donc en fait, je touche pratiquement pas au volume, mais bon, la musique, c'est une musique orchestrale où il y a tous les instruments qui vont atteindre l'ensemble des fréquences et donner cette ambiance, des basses, des aigus, des machins comme ça. Mais finalement, la musique elle-même, c'est pas ça qu'on est venu écouter, on est venu écouter les dialogues. Donc en la creusant à l'équaliseur un petit peu, pas énormément, hein, quelques décibels, 2, 3, 4 décibels au maximum, je vais donner de la clarté à mes dialogues qui, eux, sont dans cette zone-là. Et au lieu de me dire, bah tiens, je veux forcer sur ma voix et je veux qu'on l'entende, je vais pousser à l'équaliseur ces fréquences-là, ce qui va donner un son un petit peu désagréable et surtout pas très naturel, un peu téléphonique finalement. Je vais creuser mes musiques. Et ben, je me suis rendu compte que je pouvais faire exactement la même chose avec ma reverb. Si je peux séparer mon dry, ce que j'ai enregistré, de la reverb, je peux très bien faire revenir et considérer que dans la pièce, il y a comme par hasard une espèce de traitement acoustique qui va aller m'abaisser les fréquences de 300 et 4000 Hz plutôt que d'aller me rendre exactement la même chose que ce que j'ai envoyé. Et du coup, je crée aussi de la clarté dans le dialogue, puisque ce qui me revient, c'est les extrêmes basses et les extrêmes aigus, mais finalement, la partie qui est véritablement audible, elle est filtrée. Et ça fonctionne très bien. De nouveau, ça permet de créer des ambiances avec éventuellement des reverbs qu'on va garder plus longtemps, plus fortes pour maintenir l'immersion dans l'ambiance de la pièce où la scène est censée se dérouler. Mais finalement, en trichant, on ne se rend absolument pas compte à l'oreille que, de toute façon, on ne peut pas savoir comment une pièce réagit. Ici, par exemple, on a une voix qui est très claire alors qu'on a de la reverb. Donc ça veut dire qu'il y a des traitements qui ont été faits pour justement filtrer les fréquences qui sont dans les zones de la voix. Et la reverb, on ne peut pas la couper complètement, mais il y a certainement des travaux qui sont faits de ce point de vue-là. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez appliquer et que je vous engage à appliquer si vous voulez mettre de la reverb. Parce que mettre de la reverb, c'est bien, ça va énormément créer de réalisme. De nouveau, ça va aussi vous aider à lisser l'ensemble de vos enregistrements. Si vous avez des bruitages qui viennent d'un petit peu partout, ils ont été enregistrés aussi dans des conditions qui sont différentes. Et donc, vous allez aussi avoir tout un intérêt à aller rajouter cette petite reverb qui va donner un liant à l'ensemble du mixage. Mais en appliquant ces petits trucs-là, vous allez pouvoir faire semblant.
Et ça, c'est plutôt sympathique. Je ne peux pas donner de détails pratiques parce qu'effectivement, de nouveau, ça dépend des logiciels, ça dépend de la reverb que vous allez utiliser. Bon, là, ici, si vous voulez avoir des ordres de grandeur, moi, je dis c'est moins 3, moins 4 dB. Si vraiment, il faut creuser très fort, si vraiment ça pose problème, peut-être moins 5, mais pas plus, parce qu'après, ça va devenir complètement artificiel. Tu ne peux pas baisser le volume juste sur la reverb, tu es obligé d'appliquer ça sur ta voix dans un logiciel. Mais en réalité, non, parce que si c'est sur un insert, oui, parce que je renvoie et le wet et le dry. Mais si je suis dans un système avec un bus ou avec un auxiliaire... Oui, mais justement, si tes pistes, elles passent par ton bus, et que du coup, tu diminues sur ton équaliseur la fréquence sur laquelle tu vas parler, tu vas diminuer toutes tes voix en même temps. Alors, il y a deux options. Donc, soit on le fait en utilisant le système de routage, c'est-à-dire que mes deux pistes, je les envoie vers le master, mais je pique le son et je pique le son vers mon bus. Donc vers mon master, j'envoie 100% de mon dry, celui-là, j'y touche pas. Et sur le bus, je vais appliquer non seulement ma reverb, mais aussi mon équaliseur. Donc c'est sur le bus que j'applique la reverb, sur laquelle j'applique un équaliseur pour creuser, ou éventuellement j'envoie le bus vers mon bus musique, parce que c'est en fait j'ai un bus musique qui contient l'équaliseur. Après on peut commencer à s'amuser dans les routages, exactement comme on le ferait de nouveau avec un système où on prendrait un jack et puis on sortirait, on irait rentrer dans un autre appareil ou dans un autre bus qui finalement serait sommé à la fin. Le but c'est d'avoir une espèce de hiérarchie où au lieu d'envoyer toutes les pistes unitaires vers mon master, c'est de temps en temps j'en regroupe, je passe par un appareil et puis cet appareil j'envoie vers le master ou j'envoie de nouveau vers un autre appareil. Je ne peux plus dégrouper, ça c'est trop tard, ça c'est fait. Mais je peux aussi décider de splitter mon signal. Et donc j'ai mon signal qui arrive entier et je peux le splitter. Si je n'ai pas la possibilité de le faire et si je n'ai que le choix de passer avec du wet et du dry, parce que je n'ai pas la possibilité de splitter mon signal, et donc de ne faire que de l'insert en réalité, souvent, sur les reverbs les plus étoffés, celles qui ont le plus de détails, on peut aussi indiquer les fréquences sur lesquelles on veut que la reverb soit appliquée. Donc on peut doser. On a parfois des réglages qui sont beaucoup plus fins que simplement dire voilà la taille de ma pièce et puis son niveau de dumping. On peut aussi dire, donc de nouveau sur des reverbs les plus élaborés, on va pouvoir dire là, je ne veux avoir de la reverb que sur telle plage de fréquence, donc on va mettre la première et la dernière, et puis au milieu on n'en veut pas, ou moins, on peut faire des dosages. On peut aussi appliquer plusieurs reverbs, ça c'est une des choses qu'on peut faire, et qu'on fait en général de nouveau en studio. On aura tendance en studio d'enregistrement, donc non, c'est peut-être pas trop nécessaire, mais ça peut donné un certain impact pour des voix off ou des choses comme ça peut avoir des impacts très intéressants. C'est d'avoir une reverb assez longue, mais pas trop audible, qui donne beaucoup de corps, beaucoup de liant à ce qu'on fait, assez faible, et puis une reverb très courte, mais très punchy, avec une early reflection assez puissante pour donner ce côté... Dans ta face de la personne proche. En son, on appelle ça le in your face. C'est vraiment un son très très direct, très dans les oreilles, très présent, et en créant cette espèce de réflexion. C'est d'ailleurs ce qu'on entend assez souvent dans des pubs ou des choses comme ça. Donc ça peut fonctionner très très bien sur une voix off. Donc de créer une reverb un petit peu liante pour éventuellement un côté onirique ou des choses comme ça, mais aussi rajouter une reverb courte avec surtout le moins possible de queue de reverb pour avoir juste le punch et puis cette espèce de comme si on l'entendait deux fois le son qui nous parvient, mais après ça va, ça ne continue pas à noyer. Et donc là de nouveau, on va éventuellement soit router le signal sur deux reverbs différentes, soit on va le passer l'une dans l'autre, mais ça c'est pas idéal parce que de nouveau on va commencer à avoir des problèmes. Donc dès qu'on commence à avoir des logiciels qui permettent pas mal de routage, et ça c'est pour ça que Reaper est une perle parce qu'on a des capacités de routage qui sont absolument infinies, on peut vraiment envoyer un signal et puis le splitter, l'envoyer dans deux appareils différents, des appareils évidemment, des plugins, des appareils virtuels, mais on peut vraiment rerouter, remettre ensemble, repartir vers un autre endroit, et c'est tout à fait sympathique. Donc voilà, ça c'est en usage le plus réaliste possible, sachant que, on l'a bien dit, quand c'est vraiment trop réaliste, ça ne marche pas, donc il faut tricher. Mais au même titre que essayer d'enregistrer un cheval au galop avec un micro, ça ne va pas marcher, les auditeurs ne vont pas y croire, il faut absolument faire ça avec des noix de coco, parce que
depuis que le cinéma est devenu parlant, les chevaux, c'est toujours avec des noix de coco, et quand on prend un vrai son, ça ne fonctionne pas. Et bien, quand on prend dans une vraie cage d'escalier, ça ne fonctionne pas non plus, je l'ai testé. Voilà. Alors, petite chose que je vais aborder, qui peut avoir son intérêt, c'est l'usage de la réverb inversée. Il y a un truc qui est assez sympathique, qui crée des espèces de voix d'outre-tombe, des voix un petit peu fantomatiques, où on entend une espèce de chuintement avant la voix. Alors, comment on fait ça? C'est tout bête. On va simplement... Il faut une petite manipulation. En théorie, on peut l'automatiser complètement. En pratique, c'est plus facile de le faire à la main. Alors, on va enregistrer notre voix. On va avoir notre piste avec notre bonhomme qui parle, notre fantôme, notre futur fantôme. Alors, évidemment, c'est une voix dry, donc il n'y a absolument rien de particulier dessus. On prend notre voix. Si on applique une réverb, on va avoir quelque chose qui court derrière et qui va créer une espèce de son qui va loin derrière. Donc, on est dans typique, donc, je parle évidemment d'ambiance et pas de symbolisation de pièces. On va avoir une espèce d'esprit onirique ou voix off ou tout ce que vous voulez, mais pas le fantôme avec cette voix qui arrive et hop, qui prend la place. On l'entend aussi en musique, des moments où on entend une espèce sur des cymbales, sur des batteries, le choum arrive et puis on a le tank de la batterie qui arrive après. Et c'est toujours assez perturbant, mais c'est assez sympathique à faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre enregistrement. On va l'inverser. Comme on a un logiciel, on va pouvoir l'inverser, c'est-à-dire que le début, il est à la fin et la fin est au début. Donc en fait, notre piste, quand on la joue, on a évidemment le texte à l'envers, comme quand on prenait nos bons vieux vinyles et qu'on les tournait à l'envers et pour essayer de trouver des messages sataniques à l'intérieur de certains disques. Donc voilà, on a notre message à l'envers. Là-dessus, on applique une reverb. Notre reverb va s'appliquer avec des early reflections et puis avec une queue de reverb qui va s'allonger. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On réinverse. Donc, on a notre early reflection qui arrive, et puis ma voix normale, et puis après, c'est sec. C'est pas très beau. On réapplique une petite reverb pour lui redonner un petit peu de finale, et on va avoir un beau son qui monte, la voix directe, qu'on va éventuellement filtrer si on veut pouvoir l'entendre, mais après, on fait comme on veut. Si on veut vraiment une voix fantomatique, on va peut-être pas avoir envie qu'on comprenne très très bien ce qu'elle dit. Et puis une petite reverb finale. Et ça, c'est très très sympathique à faire, très facile. Alors évidemment, si on a plein de... Comme à chaque fois, il faut faire le processus d'inverser, d'appliquer, de revenir, etc. Si on se dit, ah oui, non, mais finalement, si j'avais ma reverb à 3 mètres, c'est pas bien. Si j'avais mis à 4 mètres, on se refarcit tout le boulot. Hein. Sur un bus, c'est facile, on a juste à changer le réglage et retester. Là, galère quand même. Alors, techniquement et théoriquement, il y a la possibilité, avec justement des routages un petit peu particuliers, de passer par des plugins qui vont faire l'inversion, de prévoir la longueur que la reverb va rajouter. Si on sait qu'elle va rajouter 3 secondes, on va prévoir le temps de la queue de reverb, et puis repasser de nouveau par un routage avec un délai pour aller revenir en fait en arrière et réappliquer le truc. Donc en théorie, on peut le faire. En pratique... laissez tomber, quoi, ça marche pas. Mais c'est très très sympa. Alors évidemment, pas abuser, c'est vraiment dans des cas particuliers, mais ça marche super bien et c'est toujours impressionnant d'avoir cette espèce de sensation un petit peu magique. Et c'est 100% d'usage de reverb et de quelques fonctionnalités simples et pratiques. Si je puis me permettre, un truc qui est pas mal aussi, sinon, c'est d'ajouter justement cet effet un peu inversé, rajouter en fait en gros le dry en plus par-dessus en fait. De reposer le dry dessus pour redonner un petit peu d'ambiance, oui, tout à fait. Mais en fait, de nouveau, là j'applique le principe de base, mais il va dépendre de ce qu'on aura fait en réel, puisque bien souvent, comme on le fait et qu'on le fait en une fois, on va devoir bricoler. Mais effectivement, garder une piste dry et la rajouter dessus va permettre qu'on entende bien le son, mais qu'ici, finalement, on amplifie un peu plus le son du dry et lui redonner de l'épaisseur. Et de nouveau, utiliser de l'équaliseur peut aider à doser exactement la compréhensibilité de notre fantôme, l'intelligibilité de notre fantôme. Mais là encore, c'est chacun qui voit comme il veut. Je suis ouvert à vos questions. J'ai à peu près fini ce que j'avais envie de vous dire. Donc, si vous avez des questions. Pas de questions? Eh bien, merci de votre écoute. Merci.